Alors, est-ce que je fais la liste? Bon, je peux essayer un petit peu. Conto, Sorar, Miracle, Content Square, Mano Mano, Exotech, Encore Store, Blablacar, Payfit, Vestiaire Collective, Voodoo, Ledger, Alan. Il y a des Spendex, Aircall, Back Market, Deezer, Dental Monitoring, Doctolib, Evalua, Lydia, Miro, Shift, Swile, VP. Voilà, enfin, des licornes, ça y est, on en a beaucoup en France. Ce sont donc ces entreprises du numérique qui ne sont pas cotées en bourse, mais valorisées à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Alors, comment naissent-elles et se multiplient-elles? Nous allons avoir des réponses de la part de Nicolas Voussen, directeur financier chez Payfit, donc 23e licorne, je crois. Exactement. Depuis début janvier de cette année. C'est une entreprise qui a été, une start-up qui a été lancée en 2015 et qui est positionnée sur la gestion de la paye et des processus RH dans les entreprises. Et réponse aussi de Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques de France Digital, qui représente les intérêts de 1800 start-up et 150 VC, investisseurs, devant les institutions françaises et européennes. Et vous êtes aussi conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup, bienvenue à tous les deux. Merci. Bon, on va commencer avec notre licorne. On est très ravis de vous avoir en plateau, surtout si vous nous dévoilez des secrets sur comment naissent les licornes. Levée de fonds de 254 millions d'euros. Donc en janvier, vous devenez, grâce à cette nouvelle levée, vous atteignez ce statut de licorne. Est-ce que c'était dans vos objectifs de l'année ? Alors, ce n'était pas un objectif en soi de devenir une licorne, c'est plus la conséquence de notre développement. Ça montre qu'on a une solution qui est fiable, qui est mature et qui permet de répondre aux besoins des PME en France. Ça montre qu'on est très attractif aussi et que les investisseurs croient en nous. Et surtout, ça nous donne les moyens en fait, d'accélérer la croissance future. Et cette année, de recruter près de 400 personnes. Donc on n'y pense pas du tout, on ne se dit pas « quand même, ce serait pas mal si on obtenait ce statut de licorne ». Alors, c'est toujours flatteur, mais c'est vraiment pas un objectif en soi. Ça nous permet, cela dit, d'être assez attractif vis-à-vis des talents. Et aujourd'hui, on cherche à recruter beaucoup de talents. Alors, Marianne Tordeux, 26, on en est aujourd'hui, licorne, c'est ça? Exactement, 26 cette semaine. Peut-être que ça ira encore croissant dans les semaines. C'est bien ou pas assez? On va écouter ce que dit le président de la République à ce sujet. Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passer à l'échelle car la compétition, elle est internationale et elle continue de s'accélérer. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Marianne Tordeux? Oui, exactement. En fait, on ne cherche pas à avoir des licornes, exactement ce que vous disiez, on n'est pas licorne pour devenir licorne. Je pense que l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut des entreprises françaises qui pèsent dans l'industrie du numérique en Europe. L'objectif, c'est de pouvoir contrer des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou d'autres géants de la tech américains, chinois ou d'autres nationalités. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une certaine souveraineté et de pouvoir assurer avec des entreprises comme Payfit ou comme Doctolib des services aux Français, aux Européens qui soient souverains. Et alors, moi j'ai entendu quand même, il faut qu'on ait des modèles économiques rentables. Quand on est une licorne, on n'est pas forcément rentable. Non, on ne l'est pas forcément, et ce n'est pas un objectif à court terme. Ah. On est dans un monde où l'objectif, on est sur des modèles de logiciels, dans notre cas, avec des prix par abonnement. En fait, on investit beaucoup pour la croissance au départ, pour recruter des clients, pour améliorer le produit. On sera rentable un jour. On a un modèle qui fait qu'on sera rentable, mais pas tout de suite. Et on ne sait pas quand exactement. Dans quelques années. Et finalement, tout tant qu'on peut investir pour avoir de la croissance, on investit effectivement, comme vous le disiez. L'objectif, c'est d'avoir une taille importante pour effectivement contrer des acteurs qui peuvent être d'autres continents. On veut être un acteur européen majeur et pour ça, il faut croître vite. Parce qu'on est c'est vrai dans le secteur de la technologie ou du numérique. Alors sur le numérique, on peut s'interroger davantage sur le modèle de rentabilité. Dès qu'on parle de technologie ou de deep tech, c'est vrai que ça ne peut pas être une exigence immédiate. Oui, tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que les entreprises se financent, pourquoi est-ce qu'elles lèvent autant de millions d'euros. En fait, c'est pour financer l'innovation, c'est parce qu'elles investissent en R&D, parce qu'elles vont investir dans des talents. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux points de frein à la croissance des
entreprises aujourd'hui, le sujet du recrutement. Et donc, s'il y a autant d'argent aujourd'hui qui est levé, c'est pour investir. Et la rentabilité est un objectif à terme. On est quand même sur une entreprise, donc l'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, une entreprise comme Exotech rappelait que aujourd'hui, ils sont valorisés plus d'1 milliard d'euros grâce à leur dernière levée. C'était la 25 ou 26e licorne, je me souviens plus, en tout cas la semaine dernière. Mais leur objectif maintenant, par exemple, à eux, c'est d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est évidemment un objectif, mais il faut bien voir pourquoi est-ce qu'on se finance avec autant de millions d'euros. Alors si je rebondis sur le sujet des talents, aujourd'hui Payfit, donc nouvelle licorne, emploie 700 personnes en Europe. Où est-ce que vous les trouvez, vos talents ? On les recrute beaucoup de jeunes diplômés. On recrute énormément de jeunes diplômés, que ce soit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. On recrute aussi des gens plus expérimentés. En fait, on a des équipes vraiment très fortes pour essayer de recruter ces talents. Et donc, on fait passer les offres d'emploi. On est très attractifs. Est-ce que ça veut dire que c'est des salaires de plus en plus élevés aussi que vous proposez quand vous dites que vous êtes très attractif ? On est attractif, on essaie d'offrir des très bons salaires par rapport au marché. Pour vous donner un chiffre, de l'énergie et de l'argent qu'on met dans les talents, cette année, les salariés Payfit ont eu une augmentation en moyenne de 8%. Ce qui est évidemment beaucoup, mais ce qui correspond à des besoins dans le marché. Et vous restez sur le modèle classique du salariat. Est-ce qu'il est adapté aujourd'hui, finalement, ce contrat de travail qu'on connaît depuis longtemps en France, aux besoins, aux exigences de nouveaux talents dans la tech qui sont très, très rares ? En fait, je pense qu'il faut s'adapter à son marché et en l'occurrence aux talents qu'on veut recruter. Il y a des talents qui vont réclamer dans certaines catégories de métiers d'avoir plus recours à un statut de freelance. D'autres vont souhaiter être salariés et avoir en plus de ça un package avec des BSPCE qui sont ce mécanisme d'actionnariat salarié qui permet d'intéresser les salariés à la croissance de l'entreprise. Et donc, tout dépend en fait des talents et du package qu'on peut essayer de proposer. Nous, chez France Digital, à la fois, on se base sur la manière dont les BSPCE peuvent être améliorés, parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilités qui peuvent être encore améliorées pour justement s'adapter à la croissance de ces entreprises. Vous annoncez 400 recrutements, mais j'imagine que... Oui, là, en 2022, encore 400 recrutements en Europe, c'est votre objectif. Donc, voilà, quand on passe des seuils, on risque de déqualifier des BSPCE, et donc, de fait, il faut essayer de s'adapter à ça, que le cadre juridique fiscal s'adapte à ça. Et par ailleurs, vous posiez tout à l'heure la question de comment est-ce qu'on va attirer des talents. Par exemple, chez France Digital, on va faire un événement de recrutement à Dublin en mai. L'objectif étant d'aller chercher les talents là où ils sont, et notamment chez nos concurrents Google, Amazon, etc., qui sont à Dublin et qui sont encore dans l'Union européenne. Et donc, de fait, c'est plus simple de les faire revenir vers l'écosystème. D'ailleurs, vous avez fait une prise, vous, chez les GAFAM ? Oui, on recrute. Là, on vient de recruter Paul Onen, qui est un ancien d'Amazon, qui est notre CTO. Donc oui, on recrute des gens qui viennent de ces très grandes entreprises. Ils nous apportent leur expérience et ils nous permettent d'accélérer. Alors, France Digital est née avec le mouvement des pigeons. C'était il y a 10 ans. Les choses ont quand même pas mal évolué. Tout à fait. Et justement, à l'occasion des 10 ans de France Digital, qu'on va fêter tous ensemble en septembre lors du France Digital Day, on va justement faire un peu le bilan de ces 10 ans. C'est les 10 ans de France Digital, c'est aussi les 10 ans de la French Tech, les 10 ans de la création de BPI France. Et donc, on souhaite justement se rendre compte de ce qui s'est passé en 10 ans, du coup d'accélération énorme qu'il y a eu sous les différents présidents. C'est pas uniquement Emmanuel Macron qui a poussé l'émergence de la French Tech. Et ensuite, le but, c'est aussi de se projeter sur les années suivantes. Quels vont être les prochains défis ? Est-ce que ça va être des défis technologiques ? Parce que quand vous parlez d'Emmanuel Macron, alors lui, il dit d'ici 2030, il nous faut 10 géants du numérique. Ouais. Et pourquoi pas. Ça semble un petit peu compliqué, démesuré. Voire. Écoutez, on a dépassé le cap des 25 licornes avec 3 ans d'avance. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas en plus 10 géants du numérique ? Nous, on se fixe aussi comme objectif d'avoir l'un. Mais qu'est-ce qu'on appelle un géant du numérique alors ? Parce que est-ce qu'on en a déjà 10 aujourd'hui aux États-Unis ? Oui, sans doute. Mais oui. Enfin bon, ça s'est pas né comme ça spontanément en 5 ans. Non, c'est pas né comme ça, mais en même temps, quand on se regarde et qu'on voit comment l'écosystème a évolué en 10 ans, avec un écosystème de business
business angel qui a quand même sacrément évolué avec on a atteint une certaine maturité. Et donc, oui, nous, on y croit. 10 géants du numérique, pourquoi pas. En 2030. En 2030. On se fixe aussi des caps de 25 licornes à impact, par exemple. Donc il faut avoir de l'ambition, on y croit. Qu'est-ce qu'il vous faut comme arme? Comment vous vous sentez déjà armé face justement à la concurrence américaine ou asiatique? On a la chance d'avoir des investisseurs qui nous accompagnent. On a aussi c'est vrai, des pouvoirs publics qui nous aident. On a quand même le Crédit Impôt Recherche en France qui aide beaucoup de startups. C'est ce qui fait qu'en France, on a quand même 200 000 emplois dans les startups. C'est quand même beaucoup. Donc, on a des pouvoirs publics qui poussent. On a aussi des talents. On a beaucoup de talents. On a des très bons ingénieurs, des très bonnes écoles en France. Ce qui fait qu'on arrive à avoir aujourd'hui, je crois que la France est le premier pays en Europe où il y a les investissements dans la tech. C'est très bon signe. Donc, on a ces armes-là. À nous de faire en sorte. Mais après, il y a ce passage à l'échelle là où, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la clé. On a quand même 25 sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars et l'argent continue à arriver pour investir dans ces sociétés. On a des fonds européens qui commencent à se développer aussi. On a besoin de cet argent pour être compétitif, mais on va vraiment dans la bonne direction. Ouais, c'est une question de financement, c'est ça, au niveau européen? Le financement, c'est ce qui permet de débloquer des situations. Après, il y a aussi beaucoup de startups qui ne se financent pas via des levées de fonds, qui capitalisent tout sur leur chiffre d'affaires. Mais le financement, c'est ce qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de financer l'innovation, financer les talents. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de pousser chez France Digital, c'est davantage de fonds qu'on appelle de croissance européens, parce que c'est vrai que beaucoup de ces levées de fonds se font auprès de fonds américains, de fonds étrangers. Donc si on a des fonds européens, oui, ça nous pousse à une certaine souveraineté technologique beaucoup plus facile. Alors comme on est là quand même pour donner quelques secrets, quelques pistes pour devenir une licorne, comment vous faites, vous, pour convaincre les investisseurs? Déjà, avec le passé, on a réussi à convaincre 6000 PME en France et en Europe d'adopter PayFit, et elles sont très satisfaites. On a aujourd'hui 150 000 personnes en France et en Europe qui quotidiennement utilisent les services du PayFit. Donc, on a réussi à montrer qu'on avait du potentiel et on a énormément de potentiel futur. Et donc, on a un plan qui est très clair. Et donc, les investisseurs croient en nous. On a un positionnement qui est... Et comment vous les choisissez ? Vous allez draguer tout le monde non, et puis c'est ceux qui répondent qui gagnent? Non, absolument pas. Justement, on cherche des investisseurs qui ont la même philosophie, qui partagent nos valeurs. Alors, chez PayFit, on a des valeurs très fortes sur justement le bien-être, la bienveillance, l'accompagnement des collaborateurs. Donc, on choisit des investisseurs qui vont nous accompagner. Et donc, on est très heureux d'avoir Euraseo, la BPI et General Atlantic maintenant à notre capital. Et vous les choisissez comment? On les trouve où? Enfin, quelles sont les clés pour réussir ça, ces levées de fonds? C'est quand même crucial aujourd'hui. Ils nous connaissent, les investisseurs, on les connaît, c'est un petit monde. Donc, et on est aidé beaucoup par nos investisseurs existants pour en trouver d'autres. Donc, je dirais que le mariage se fait assez facilement. Et vous êtes d'accord avec ça? C'est facile pour lever des fonds? Alors oui, en fait, tout dépend un peu du stade de la start-up. Nous, chez France Digital, on accompagne aussi quand même beaucoup de start-up pour les aider à trouver des investisseurs. France Digital, c'est à la fois une communauté de start-up et de VC. Et donc, de fait, on facilite un peu ce matchmaking entre start-up et VC lors d'événements où, en fait, tout au long de l'année, on va en région. Par exemple, on va avoir un FD Tour qui est à Bordeaux en mars, où l'objectif, c'est justement de faire rencontrer des VC qui sont quand même majoritairement en région parisienne avec des entreprises en région. Donc, on est un peu partout. Et donc c'est sûr qu'il y a une certaine acculturation à faire entre les deux, quoi. Est-ce que le premier marché pour une start-up française, ça doit être l'Europe? Ça dépend de l'objectif et du produit, etc. Mais oui, je dirais que la facilité, ce serait d'aller en Europe, d'aller là où on connaît sa cible, où on a à peu près les mêmes cultures, etc. Le problème, c'est qu'on a même si l'Europe est quand même très variée, tout le monde ne parle pas la même langue, c'est pas forcément un marché commun ou unique, exactement. Évident. Et on a 27 juridictions différentes, on a 27 régimes fiscaux, etc. Et donc c'est sûr que quand on se regarde par rapport aux États-Unis en termes de territoire, j'ai répondu à votre place, mais c'est du coup beaucoup plus complexe. D'où ma question, c'est peut-être aussi difficile, je dirais, d'aller sur le marché européen que d'aller sur le marché américain. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? En l'occurrence, je prends l'exemple de PayFit, on a réussi à développer un langage de programmation qui code le code de travail. Et donc, l'avantage qu'on a quelque part, c'est que l'Europe est très compliquée d'un point de vue fiscal et légal sur la paye. Ouais. Donc, le fait de pouvoir coder, faciliter la paye pour les PME, c'est
un avantage énorme en Europe. Et la France, effectivement, est très compliquée de ce côté-là, mais il y a beaucoup de pays très complexes autour de nous. Donc, on a un avantage par rapport, en l'occurrence, à des sociétés américaines où le droit du travail est très simple. Donc, on a un avantage concurrentiel de ce côté-là, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se développer très fortement en Europe. D'accord, donc pour vous, c'est vraiment lié à votre produit, plus qu'à une stratégie de développement forcément d'abord chez les voisins plutôt que de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Donc on passe d'abord par le produit. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à donc, ces 10 géants du numérique d'ici 2030 ? Le principal sujet, à mon avis, ce serait de continuer à financer. En fait, on a atteint un certain stade aujourd'hui et on a un écosystème qui est assez mature. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des fonds de croissance européens qui soient forts, qui accompagnent ces boîtes et en fait qui permettent de continuer l'ensemble des levées de fonds. C'est-à-dire qu'une première levée, ce qu'on appelle en série A, derrière appelle une série B, une série C, et donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'à tous les stades de la chaîne de financement, on ait des financements. Donc c'est une première étape. Et il y a des questionnements sur, parce que vous parlez d'affinité avec les investisseurs, qui ont fait rentrer ou pas, les fonds étrangers sont-ils les bienvenus, lesquels ? Les fonds étrangers, s'ils nous apportent quelque chose, sont les bienvenus, évidemment. En l'occurrence, nous, on a pris... De l'argent, c'est déjà pas mal, non ? Ça ne suffit pas. C'est-à-dire parce que il faut être exigeant et des deux côtés. Et donc, on a eu la chance d'avoir, avec General Atlantic, un investisseur qui connaissait notre marché, parce que le marché américain est plus développé que nous et plus en avance. Donc, il nous apporte effectivement de l'argent, mais aussi des compétences et du savoir-faire. Et donc, on va l'utiliser pour accélérer. Et sur le volet politique, est-ce qu'on a besoin encore d'actions symboliques, de soutien du politique en France autour des startups ? Ou ça y est, le travail est fait, maintenant c'est au marché de vrai. C'est-à-dire qu'on a de toute façon besoin de soutien pérenne. Donc c'est sûr que pour nous, l'enjeu, ça va être de voir comment vont se passer les 5 prochaines années. Et d'ailleurs, à ce propos, on va faire un événement le 9 mars, dont l'objectif, ce sera justement de faire pitcher l'ensemble des candidats à la présidentielle sur leur programme pour le numérique et pour l'entrepreneuriat. Donc nous, on a rencontré toutes les équipes de campagne. Ils vont pitcher donc devant des entrepreneurs ? Oui, devant 1600 entrepreneurs. Donc il faut qu'ils arrivent préparés. Et les entrepreneurs pourront poser des questions, justement. Mais donc l'objectif, c'est de ne pas déconstruire ce qui a été mis en place et ensuite d'aller plus loin. Parce que oui, le soutien de BPI France est nécessairement un soutien politique, mais ensuite, on a besoin d'accompagner sur le volet formation dès le plus jeune âge. On a besoin d'accompagnement aussi sur le CIR, le crédit d'impôt recherche, sur les statuts jeunes entreprises innovantes. C'est quand même très politique et oui, le soutien des pouvoirs publics est très important. Et alors, quand on lève comme ça des centaines de millions d'euros d'un seul coup, je dirais, c'est un peu comme si on gagnait au loto, non ? Comment ça se passe, la gestion au quotidien d'une somme qui arrive comme ça aussi importante ? Alors, on garde notre sang-froid, déjà, la première chose à faire. Et puis, on sécurise l'argent, parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc, on le place et on fait en sorte de bien l'utiliser. Mais ça ne change absolument pas notre quotidien. On est une société, en l'occurrence, très bien gérée, avec des actionnaires et des dirigeants qui ont la tête bien sur les épaules. Donc, on suit notre plan. Ça nous permet juste d'aller plus vite, mais ça ne change absolument pas notre quotidien. D'aller plus vite, donc par exemple, de pouvoir recruter jusqu'à 400 personnes en 2022, alors qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Exactement. Forcément, on peut... Mais donc, ça crée quand même un changement d'échelle pour l'entreprise. Il faut pouvoir absorber 400 personnes de plus dans une boîte. C'est simple. Alors, en l'occurrence, on est déjà 700, donc on a déjà réussi à recruter plus de 700 personnes depuis le début. Donc, on a une capacité, nous, à recruter, à faire en sorte d'intégrer les gens. C'est très important. On a des programmes d'intégration très forts. On a également mis en place, l'année dernière, une politique de ce qu'on appelle le Work from Anywhere. C'est-à-dire que nous, quand vous venez chez Payfit, vous pouvez choisir là où vous vivez. Vous pouvez travailler en France, mais vivre à Bourges, à Dijon, à Brest, et dans les mêmes conditions. Donc ça nous permet d'être très attractifs et justement de multiplier l'acquisition de talents. C'est une question, ça, le sujet de la gouvernance, de savoir absorber une levée de fonds, gérer l'argent, gérer cette croissance soudaine. Oui, tout à fait. Et je pense que ce que vous disiez là sur le choix de vos investisseurs, c'est capital. C'est absolument essentiel de s'entourer d'investisseurs qui soient en mesure d'apporter du conseil et d'accompagner la croissance. C'est aussi pour ça que le recrutement de personnes qui ont été habituées à avoir déjà vécu cette croissance, et notamment en allant chercher des talents étrangers qui ont déjà vécu ça chez des concurrents ou autres,
c'est ce qui permet d'aider ces entreprises françaises à scaler en bon français. Merci à tous les deux. Merci Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital, et Nicolas Voussen, directeur financier chez Payfit, donc une de nos belles licornes françaises. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech pour notre chronique C'est humain. On va voir comment exister dans l'océan numérique.